problèmes qui sont ceux des territoires ultramarins, je le dis, je vais le répéter, sont les mêmes problèmes que l'on vit en hexagone, mais de manière plus forte, décuplée, quand on parle de chômage, de pauvreté, de la question du logement, de la société du bien vieillir. Et nous croyons qu'il faut maintenant que l'État joue son rôle de régulateur pour proposer à ces territoires finalement d'être dans l'égalité réelle. Pas comme à chaque fois, les gouvernements passent, on nous sort une enveloppe exceptionnelle ici de 100 millions, etc. Il faut maintenant que le gouvernement... Ça marche pas votre truc, hein? Non mais je parle dans le micro, Michael, c'est la technique qui marche pas. Il faut maintenant que le gouvernement comprenne que sur la problématique notamment de l'eau à Mayotte, il faut des investissements lourds. On est en train de nous parler actuellement de construire des métros, des super métros dans les régions de France. Mais franchement, est-ce que la priorité, c'est pas de se tourner vers nos 3 millions de concitoyens ultramarins et leur permettre cette égalité réelle de services publics, notamment de l'eau en Guadeloupe ou à Mayotte? Erika, à qui je vais passer tout de suite la parole, le dira mieux que moi. La Guyane, comme la Réunion, sont devenus des départements français en 1946, Mayotte en 2011. Quand on regarde les problématiques de la Guyane comme de Mayotte, que l'on soit un vieux département ou un jeune département français, c'est les mêmes problèmes. Donc il y a quand même un sujet. Et nous, on n'est pas à invectiver le gouvernement. On va recevoir tout à l'heure Philippe Vigier, on va lui remettre le manifeste. J'espère que ça donnera lieu à une séance de travail ensuite avec le ministre et ses équipes. Nous sommes une association d'élus locaux qui jouent un rôle dans le cadre du Parlement du non-cumul de lobbyistes, et nous apportons notre reporting, notre savoir-faire et notre méthodologie pour que le gouvernement puisse prendre les bonnes décisions. Voilà ce que je voulais dire en introduction. On vous remercie encore une fois de votre présence, et je vois que vous avez tous le manifeste entre les mains. Moi, je veux remercier les services de Michael Samès, notre directeur de la communication, parce que c'était pas rien que le manifeste soit prêt, avec notamment tout ce qui s'est dit pendant 3 jours et demi dès lundi matin, ce qui nous a permis de le remettre, Erika et moi, à David Lisnard. Erika ? Merci beaucoup, cher Luc, Monsieur le Président. Je veux saluer les collègues du bureau qui sont là, et puis également les représentants des départements et territoires, des collègues qui sont maires et présents et adjoints au maire qui sont là sur le stand avec vous, et puis vous saluer vous autres présents, vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Vous dire 2-3 mots sur pourquoi on se mobilise de la sorte. Donc vous avez entendu, on est sur une méthode parce que on a fait souvent des exercices d'attirer l'attention de l'Hexagone sur nos difficultés d'infrastructures sociales, économiques, et c'est pas la première fois. Et donc on s'est dit, et hier d'ailleurs c'était une des questions d'un des intervenants en séance plénière, c'est pourquoi cette fois ça marcherait mieux que les autres fois. Et ben on s'est dit on va changer de méthode. On va peut-être commencer par ce qu'il faut faire, rassembler. Et donc nous avons rassemblé bien sûr les 3 millions d'habitants des territoires des 3 océans à La Réunion, et nous avons associé, et c'est vraiment un vrai changement, nos collègues de l'Hexagone qui sont venus regarder et écouter et participer. Et du coup, on va amplifier la voix des Outre-mer en ajoutant aux 3 millions de personnes les 65 de l'Hexagone qui vont pouvoir aussi, maintenant qu'ils ont baigné là-dedans pendant 3 jours, qu'ils ont compris l'ampleur des difficultés, alors ils vont pouvoir aussi porter notre parole dans toutes les instances, et ça c'est très important. Alors évidemment le Sénat, l'Assemblée nationale, les ministères, mais aussi toutes les associations d'élus qui sont au travail au niveau hexagonal pour porter notre voix et faire des propositions. La deuxième chose qui est importante à noter, c'est que on veut dire que les problèmes sont les mêmes. On a des problèmes de logement, on a des problèmes de santé, on a des problèmes d'éducation, on a des problèmes démographiques, on a des problèmes migratoires, on a des problèmes d'aménagement, on a des problèmes d'eau, voilà. Alors dans l'Hexagone, vous avez aussi les mêmes.
sauf que nous, c'est 10 fois plus compliqué que vous. La pauvreté, c'est 70% des Mahorais aujourd'hui. 70% de la population. Ça n'existe pas dans l'Hexagone. Donc l'intensité est différente. Et donc si l'intensité est différente, forcément, il nous faut des moyens différents. Ça, c'est simple à comprendre en vérité. Si ça vous fait 10 fois plus mal, alors il faut un médicament 10 fois plus efficace. Et ça, c'est ce qu'on a, je crois, gagné en compréhension du sujet. Et c'est pour ça que le président Luc le disait tout à l'heure, qu'on parle, nous, d'égalité réelle. L'égalité, c'est une promesse républicaine. Et cette égalité, elle ne peut se réaliser que si elle est en cohérence, en concordance, en harmonie avec le territoire sur lequel elle s'applique. On ne peut être qu'à égalité si on fait un traitement inégalitaire. Je ne sais pas si je suis claire là-dessus. C'est comme ça. Je crois que la France doit accepter, pour être une et indivisible, elle doit accepter sa diversité. Et les Outre-mer portent le souhait d'être totalement intégrés dans l'égalité républicaine. Enfin, et la dernière chose qui nous semble aussi très importante, c'est que hier on faisait aussi le débat avec l'ensemble des Outre-mer, c'est que bien sûr il nous faut des moyens, il nous faut des lois d'exception, et il faut que peut-être aussi là les législateurs, les responsables politiques appréhendent d'une autre façon la possibilité de faire des règles d'exception. On a fait des lois d'exception pour les Outre-mer. Et à chaque fois que nous faisons des lois d'exception, on nous dit qu'elles ne sont pas constitutionnelles. Et lorsque nous faisons du droit commun, on nous dit que ça n'est pas adapté à notre situation. Alors il faudra bien trouver une solution. Et l'exception doit être la règle lorsqu'elle est utile pour faire de l'égalité. Et puis, on a fait une proposition parmi les 5, c'est de dire que l'Europe a reconnu les régions ultra-périphériques. L'Europe a reconnu notre caractère d'exception. L'Europe a noté que nous avions des handicaps structurels liés à notre géographie, à notre éloignement. Et l'Europe a décidé de mettre des règles d'exception pour compenser nos handicaps structurels. Et donc, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait des régions ultra-périphériques à la française, que la France ait les mêmes lunettes que l'Europe et nous permette d'avoir des règles d'exception, donc des moyens d'exception pour pouvoir traiter nos problématiques d'exception. Et qu'enfin, dans quelques années, grâce à la mobilisation de l'UNCAS, à l'initiative du président Luc Carvounas et de l'ensemble du bureau, qu'enfin, dans quelques années, nous arrêtions de parler de ces sujets de rattrapage, de besoins supplémentaires, parce que nous avons plus de personnes en situation d'illettrisme, nous avons plus de diabétiques, nous avons plus de chômage, etc. Et qu'enfin, nous puissions parler d'autre chose que de ces grands malheurs, de cette grande pauvreté qui touche nos territoires ultramarins. Bravo. Juste pour compléter aussi, pour les journalistes présents, ce manifeste est un point de départ. C'est le point de départ, je l'ai dit la semaine dernière, Saint-Denis, c'est une première étape. Et donc, aujourd'hui, nous sommes au Congrès des maires, et Erika et moi avons cette double casquette AMF et UNCAS, ce qui va nous permettre de faciliter un nouvel écosystème que nous voulons réaliser avec les grandes associations d'élus locaux, que ce soit l'AMF, évidemment, l'Association des maires d'Île-de-France, qui a aussi créé une délégation ultramarine, et que ce soit Ville-de-France, France urbaine, Intercommunalité de France. Et nous allons, avec le réseau que nous avons constitué à Saint-Denis, nous avons créé un réseau dans le réseau, et ce réseau va continuer à se nourrir de ces débats. C'est une promesse que nous avons faite à nos présidents d'union départementale et territoriale. La science avec les Zooms va nous permettre de continuer à travailler ensemble sur l'année qui vient.
Nous allons ensemble, le réseau ultramarin de l'UNCAS, les grandes associations d'élus locaux comme l'UNCAS, nous allons pousser les feux auprès des différents ministres. Ce matin, ce sera M. Vigier. Demain, on discutera avec Aurore Berger. On va continuer à faire ce travail de lobbying politique, puisque nous sommes dans le cadre du Parlement du non-cumul. Et donc, les grandes associations de maires comme l'UNCAS ou l'AMF doivent jouer ce rôle et faire en sorte que nous puissions dire que, comme l'a rappelé Erika, le quotidien de notre million de concitoyens ultramarins pourra enfin avancer dans cette égalité réelle de traitement, quel que soit le territoire ultramarin où on vit. Voilà, on n'est pas naïf, on sait qu'il y aura face à nous des réticences, on nous objectera comme toujours que tout ça a un coût, mais la politique, c'est de faire des choix en fait. La politique, c'est de décider, et on a le droit aussi de se tromper, je l'ai rappelé, hein, quand on a supprimé la taxe d'habitation qui nécessite un reversement annuel de la part de l'État aux collectivités de 30 milliards d'euros, alors qu'aucun maire présent ici n'est heureux de cette suppression, est-ce que vous croyez que ces 30 milliards d'euros ne pourraient pas servir à la cause ultramarine, au moins pour partie? Voilà, c'est ça les choix politiques. Et ben, on va essayer de continuer à pousser les feux. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Mais c'est pas une conférence de presse avec le ministre, hein? Bah, pour le moment, on va prendre des questions déjà. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, merci. Vous parlez de choix politiques. Vous avez été ministre, notamment d'Outre-mer. Vous aussi ministre de l'égalité, je me rappelle. Qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui a bloqué au moment où vous étiez ministre pour faire avancer les choses aussi dans ce domaine-là? D'abord, les choses ont certainement été pas à la vitesse à laquelle on aurait aimé qu'elles soient, mais sur le mandat, je parlais du mandat de 2012, il y a eu deux éléments majeurs politiques sur lesquels on a travaillé. Le premier, c'était avec Victorin Lurel sur l'ensemble des systèmes de monopole dans nos territoires ultramarins. On parle encore d'ailleurs de certains dispositifs, on parle par exemple du bouclier qualité-prix qui est aujourd'hui existant et qui permet aussi d'agir sur les prix dans les territoires d'outre-mer. Donc on s'est quand même battu sur des dossiers extrêmement compliqués sur lesquels personne n'avait porté un regard jusqu'à ce que nous le faisions. La deuxième chose, c'était l'égalité réelle. Lorsque nous avons porté la loi égalité réelle, c'était à la fin du mandat, hélas, mais nous l'avons portée, c'est-à-dire qu'il y a une continuité de l'État quand même, et que cette loi, elle aurait dû continuer à être appliquée, ce qui n'a pas été le cas, parce que sur une évaluation parlementaire, on a vu que beaucoup d'articles n'avaient pas été appliqués. Je vais en prendre quelques-uns. Sur le rattrapage, par exemple, il était prévu dans cette loi qu'on puisse permettre aux habitants de Mayotte d'avoir les mêmes droits sur, par exemple, les allocations familiales, sur l'AAH pour les personnes porteuses de handicap. Aujourd'hui, ces prestations ne sont toujours pas alignées, on est en 2023. Donc nous avons fait les choses dans le cadre légal. Il y a des éléments qui nécessitaient une application réglementaire. Aujourd'hui, ces règlements n'ont pas été appliqués, certainement parce qu'on estime que ça n'est pas utile ou qu'il n'y a pas d'argent. Ce que disait Luc tout à l'heure, c'est vrai. Il y a toujours à nous renvoyer que ça coûte cher. Pourtant, dans la loi égalité réelle, toutes ces mesures de rattrapage y existaient. Alors, on a mis aussi des mesures d'exception. Je prends parce que pour lutter contre la grande pauvreté, il faut aussi créer, par exemple, de la richesse, de l'emploi. On avait mis la stratégie du bon emploi, le SBA, avec des mesures d'exception pour le territoire pour que la commande publique aille vers nos entreprises locales qui elles-mêmes auraient de quoi après faire de l'embauche et donc d'agir contre la pauvreté. Et bien, cette stratégie du bon achat exceptionnelle qui avait été mise, une mesure d'exception dans une loi pour 5 ans, dans un débat parlementaire à l'Assemblée nationale, le gouvernement a estimé que ça n'était pas conclusif et donc a supprimé le SBA. Vous voyez, voilà des raisons très concrètes et des mesures qu'on avait mis avec beaucoup de volonté.
obligatoirement sur un temps d'expérimentation parce que notre Constitution ne nous permet pas toujours de traiter de façon exceptionnelle des territoires qui sont exceptionnels. Est-ce que vous avez des outils concrets pour accélérer le fait de cette inégalité? Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Vous avez dit que vous mettez en commun ceux de l'Hexagone. Est-ce que les maires des autres territoires sont prêts à vous aider et à mettre des finances? Alors on n'en est pas encore à ce niveau-là. Je rappelle que nous sommes une association d'élus et de maires. Par contre, très concrètement, la semaine dernière, nous avons mis à disposition de l'ensemble des adhérents des territoires ultramarins une nouvelle plateforme numérique qui s'appelle Corail et qui donne, quel que soit l'endroit où l'on vit, accès à une foultitude de données et d'informations avec des fonctionnalités assez simples, ce qui permettra aux maires et à leurs équipes de pouvoir, par exemple sur la question du vieillissement, voir en direct la pyramide des âges de leur commune et de pouvoir aussi répondre à la société du bien vieillir qui s'annonce pour les années à venir. Donc on donne des outils, voilà, ça c'est le rôle de l'UNICAS, hein, on fait de l'ingénierie aux côtés de nos adhérents. Et ensuite, pour tout ce qui est financement, là, nous on a proposé dans une de nos 5 items de pouvoir demander aux grands groupes du CAC 40 présents sur le territoire ultramarin de mettre la main à la poche pour contribuer au développement économique et social de ces territoires. Voilà, moi je l'ai dit, j'ai poussé un petit coup de gueule contre des grands opérateurs qui ne vont pas, notamment à Mayotte, parce que les investissements sont très lourds financièrement, mais à un moment donné, va bien falloir une grande loi de programmation étatique qui va permettre à ces départements français d'avancer. Sinon, on va continuer à tourner la tête et on va dire de Mayotte, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on attendra de savoir s'il pleut ou s'il pleut pas pour avoir l'accès à l'eau. Donc c'est pas possible. Donc à un moment donné, il faut bien faire des choix politiques. Et c'est bien ce que nous disons ici à l'UNICAS. Certes, il n'y a pas d'argent magique. Moi, je suis maire, on est maire, on sait très bien ce que ça veut dire de gérer des gros budgets. Mais encore une fois, il y a des choix politiques à mener. Et je le disais de manière anecdotique, sûrement la question du métro dans les régions est importante. Le plus important, là, c'est nos 3 millions de concitoyens français qui attendent de l'Hexagone de leur permettre de vivre comme en Hexagone. Et pour le moment, il y a des trous dans la raquette. Est-ce que vous aviez des ministres qui étaient présents? Alors, on a invité les ministres. Normalement, nous devions avoir M. Carinco. Ça ne vous aura pas échappé que M. Carinco n'était plus ministre. De toutes les manières, depuis le début de ce quinquennat, on a l'UNICAS, on en est à notre 3e ministre des Outre-mer et 5e ministre des Solidarités. Donc c'est un peu compliqué pour nous, mais on fait le dialogue, il n'y a pas de sujet. Philippe Vigier nous a gentiment fait une vidéo qui a été très appréciée, je le dis, par les adhérents, pour les 3 jours et demi de la réunion. Et Dominique Faure aussi, qui manifeste un intérêt réel pour l'UNICAS depuis le début de sa prise de fonction, avec qui on a un dialogue là aussi soutenu. Ça ne m'a pas échappé, on avait 400 participants des 3 océans et de l'Hexagone et il n'y avait personne en présentiel, mais il y avait des vidéos de témoignages. S'il n'y a plus de questions, on vous remercie sincèrement pour votre présence et bon salon à tous.